Nous l'avons vu, Joan Miró avait besoin d'ordre et de calme pour travailler. Il y a d'ailleurs, entre la rigueur de sa démarche et la souplesse de son pinceau, une forme de dichotomie qui fait sans doute une grande partie de son charme. Plus Miró énumère, dans l'élaboration minutieuse d'un catalogue exhaustif, les objets qui l'entourent, plus il parvient à les charger de magie, et c'est ainsi, à mon sens, qu'il est devenu un artiste exceptionnel, un poète de la peinture, à l'instar de Chagall ou de Paul Klee. Plus Miró observe, plus il tente de restituer la réalité essentielle des choses, et plus ces choses révèlent leur nature fantastique, ce qui fait de lui, je le dis sans rire, un Jérôme Bosch moderne. Comme d'autres grands artistes avant lui, Miró voit ce que le commun des mortels ne voit pas, une nature souriante en apparence qui recèle d'étranges et inquiétants cortèges de fantômes et de monstres, animés d'une vie propre, parallèle à la nôtre mais parfaitement autonome. Alors on ne s'étonnera pas que Miró, pourtant si rétif à toute forme d'attroupement artistique, au point d'avoir suivi les dadaïstes d'un peu loin malgré son intérêt, ait été l'un des premiers à adhérer au mouvement surréaliste. L'un des premiers, mais surtout l'un des plus influents, et l'on peut dire que son apport au surréalisme naissant fut décisif. Pour mieux libérer son imagination, Joan Miró commença d'ailleurs par livrer des toiles sans peinture, entièrement dessinées à la craie ou au fusain, jusqu'à ce carnaval d'Arlequin, qui est la synthèse de toutes ses recherches et que l'on peut voir comme le manifeste surréaliste de Miró. Ce tableau, qui peut sembler d'une gaieté jubilatoire à ceux qui auraient quelques raisons de se réjouir, a pourtant été enfanté, au dire de l'artiste, par la faim qui le tenaillait en des temps où il ne faisait qu'un seul vrai repas par jour. D'autres spectateurs, moins enclins à l'optimisme, pourront avoir eu le sentiment d'une ivresse coupable, provoquée par les retrouvailles de Miró avec la couleur, et d'un tableau manquant de cohésion et de finition. Ce qui est important, écrivait le peintre, ce n'est pas tant de finir une œuvre que d'entrevoir qu'elle permette un jour de commencer quelque chose. Les toiles qui suivent, le chien aboyant à la lune ou encore le personnage lançant une pierre à un oiseau, surprennent par leur simplicité plastique et leur puissance poétique. Elles démontrent et de façon éclatante à quel point Miró a raison de chercher l'épure, bien que je doive admettre un manque certain d'objectivité, cette époque étant ma préférée dans la carrière de l'artiste. Plus surprenant, et ce n'est que l'une des multiples contradictions du peintre catalan, il semble y défier la pesanteur de manière accrue, alors même qu'il y représente un sol, ou un semblant de sol, chose assez inhabituelle chez lui. Les intérieurs hollandais, qui évoquent à nouveau Bosch, sont en réalité inspirés par des chefs-d'œuvre du siècle d'or néerlandais, qui avaient impressionné sa rétine lors d'un voyage aux Pays-Bas. De la même veine humoristique et plastique que le chien aboyant à la lune, ils sont magnifiquement conçus et réalisés, ayant exigé un extraordinaire travail de mise au point. Il ne s'agissait en effet pour Miró ni d'imiter, ni d'interpréter. Alors, déformant pas à pas chaque élément présent dans l'original, jusqu'à rendre celui-ci méconnaissable, Joan Miró a fini par raconter une toute autre histoire, à la limite du rêve et du fantastique. C'est du très grand Miró. Et puis ces intérieurs hollandais introduisent une autre remarquable série de peintures et de dessins, les portraits imaginaires. Joan Miró y a poussé sa démarche encore plus loin, allant jusqu'à oublier, semble-t-il, quel tableau avait pu lui servir de modèle. Cette silhouette pareille à une montagne de nuages, écrivit Jacques Lassaigne, existe au-delà du dessin, de la couleur, du sujet. Elle est une présence inoubliable.